Bonjour, aujourd'hui dans cette deuxième vidéo consacrée à l'équilibre des champs, nous allons nous intéresser à l'équilibre des populations au sein des écosystèmes et puis notamment concernant les champs, l'équilibre entre les auxiliaires et puis les ravageurs. Donc la question que nous nous étions posée dans la vidéo précédente, c'est est-ce qu'un champ est à l'état de climax? Sachant qu'en fait au niveau d'un champ, le principe c'est de récolter, donc quand on récolte on enlève des éléments qui se trouvaient dans le sol, et donc il va falloir en rapporter pour équilibrer le milieu, et on va faire ce qu'on appelle les amendements, et donc au centre du sujet on a les pratiques agricoles et le beau métier, et le métier essentiel de l'agriculteur, qui par ces pratiques va permettre ou pas d'avoir une agriculture durable, c'est-à-dire une agriculture dont les sols vont pouvoir nous nourrir encore pendant des dizaines et des centaines d'années. Donc derrière, on a la notion de régulation biologique et d'équilibre entre les organismes présents. Donc les organismes vivants au niveau d'un écosystème, c'est ce qu'on avait appelé la biocénose, donc qui sont en équilibre. Donc l'idée, c'est pas que les populations soient toujours fixes, mais c'est qu'on ait des variations de population qui sont dans des limites de fonctionnement de nos écosystèmes. Donc des limites qui permettent le fonctionnement des écosystèmes. Et on a bien entendu des interactions entre le vivant et le non-vivant. Par exemple, les systèmes racinaires de nos plantes qui vont permettre une meilleure absorption d'eau au niveau d'un terrain. Et puis un équilibre aussi au niveau du non-vivant. Alors qu'en est-il dans les champs? Donc prenons une culture et puis prenons un ravageur. Ce ravageur va s'implanter d'autant plus facilement au niveau de ses cultures qu'en fait on est dans un système de monoculture. Il va trouver là un terrain de jeu pour se reproduire et pour se nourrir qui lui sera extrêmement favorable. Donc comment lutter contre ce ravageur? Ce qui a été fait pendant longtemps, c'est de favoriser les luttes chimiques. Donc utiliser des pesticides qui permettent de détruire nos ravageurs et avec une contrepartie qui est bien entendu le risque de dissémination de ce produit dans la nature, que ce soit dans les sous-sols, que ce soit dans les systèmes aquatiques avec le ruissellement de surface au niveau de nos champs et que ce soit au niveau de l'atmosphère. Donc avec des impacts potentiels sur d'autres espèces qui n'étaient pas visées, et donc des impacts sur d'autres équilibres au niveau d'écosystèmes. Et aussi un impact en termes de santé, puisque l'agriculteur lui-même peut être touché par ces produits chimiques et provoquer, on a des exemples par exemple de cancer, et de la même manière, pour les populations qui vivent autour de ces champs, on peut avoir des problématiques de santé publique importantes. Donc l'utilisation de produits chimiques de manière non raisonnée eh bien, engendre des problématiques de santé et d'environnement. Alors, par contre, certains produits chimiques peuvent être utilisés de manière raisonnée, ça veut dire en quantité limitée, en évitant toute dissémination et bien entendu en protégeant la santé des agriculteurs et des populations environnantes. Est-ce qu'il existe des solutions biologiques qui permettraient de lutter contre ces ravageurs? Donc il y a des solutions qu'on appelle des auxiliaires. Les auxiliaires de l'agriculture, eh bien, ce sont des animaux. Par exemple, les coccinelles font partie des auxiliaires de l'agriculture. Ces auxiliaires, en fait, vont ici limiter la présence de ravageurs dans une culture. Alors ils peuvent être, j'ai cité la coccinelle donc en surface, mais on a des auxiliaires aussi qui vont se retrouver dans les sous-sols. Donc ici, on va rechercher en fait un équilibre de population. Le choix de lutte contre les ravageurs, eh bien, c'est un choix qui va se faire comme classiquement en mesurant les gains et les pertes, gains et pertes économiques, gains et pertes écologiques, et puis derrière, il y a aussi tout un aspect culturel sur les pratiques agricoles. On peut observer par exemple que l'élevage des bovins en France n'a rien à voir avec l'élevage des bovins en Amérique. Donc notre agriculteur doit gérer ses pratiques agricoles avec un équilibre extrêmement complexe à trouver, économique, écologique et culturel. Donc si je résume, donc deux grandes possibilités pour lutter contre nos ravageurs: les produits chimiques avec
une problématique environnementale forte et une problématique aussi de destruction d'autres organismes que ceux qui sont visés. Et puis les auxiliaires qui, eux, vont avoir un rôle en fait de par leur interaction avec les ravageurs, de limitation de la présence de nos ravageurs. Si j'utilise des produits chimiques dans des conditions non maîtrisées, je détruis aussi les auxiliaires. Or, si je détruis les auxiliaires, je facilite l'implantation de nos ravageurs. Vous voyez, c'est un cercle vicieux. Donc, moi, ce que je voudrais retenir ici, c'est que les auxiliaires peuvent effectivement lutter contre les ravageurs quand ils sont présents, mais ils ont aussi un rôle préventif, c'est-à-dire qu'ils vont limiter l'implantation des ravageurs si les auxiliaires sont toujours présents dans nos milieux agricoles. Alors, pourquoi les ravageurs peuvent pulluler ? Les ravageurs vont pulluler quand on n'a pas trouvé en fait l'équilibre entre les populations de ravageurs et d'auxiliaires. Donc ici, nos systèmes de lutte chimique, biologique, le type de culture, mais aussi, on le verra, la structure de l'écosystème, n'ont pas permis de trouver cet équilibre. C'est un équilibre qui va être essentiel parce qu'en fait, cet équilibre, en fait, il faut bien l'imaginer comme étant un équilibre dynamique. C'est-à-dire qu'en fait, l'état de climax, ce n'est pas un état où les populations ne changent pas. C'est un état où on va avoir effectivement des changements de population en fonction, par exemple, des saisons, en fonction d'événements extérieurs, de l'arrivée d'un nouvel être vivant dans la zone de notre écosystème. Et donc l'idée, c'est de rester sur des évolutions de population sans aller soit vers une trop forte augmentation d'une population par rapport à une autre, soit la disparition d'une espèce. Donc en fait, on a cette oscillation représentée par ces deux courbes. Ici, en rouge, vous avez par exemple les auxiliaires et en bleu, un ravageur. Donc vous voyez que plus vous avez de ravageurs, plus vous allez favoriser la population d'auxiliaires. Et puis cette population d'auxiliaires va donc détruire une certaine partie de la population de ravageurs. Donc la population de ravageurs va diminuer, ce qui va entraîner la diminution des auxiliaires. Mais l'idée, c'est de conserver toujours des auxiliaires dans notre milieu. C'est le même genre de principe que ce que l'on retrouve dans tous les écosystèmes. Par exemple, prenez le lynx et puis pourquoi pas des lapins. Lorsque la population de lapins augmente, ça favorise les lynx, donc ils vont se développer davantage, mais ils vont chasser davantage les lapins, donc la population de lapins va diminuer, etc., etc. Cet équilibre des populations, c'est quelque chose d'assez complexe en fait, et d'assez complexe à comprendre aussi. Je vais vous raconter une petite histoire, l'histoire des escargots d'Hawaï. À Hawaï, vous avez un certain nombre de populations d'escargots qui sont présentes et qui s'y trouvaient parfaitement bien. Jusqu'au jour où l'homme occidental les a trouvés tellement magnifiques qu'il les a collectionnés en prélevant des quantités importantes. Donc les populations ont commencé à souffrir. En plus, avec l'homme, il ne vient jamais tout seul, il a apporté un escargot d'Afrique. Cet escargot d'Afrique, lui, c'est particulièrement plu à Hawaï. Donc à nouveau, nos populations d'escargots d'Hawaï ont souffert davantage. Donc pour réparer son méfait, l'homme s'est dit, on sait qu'il y a un escargot aux USA qui adore dévorer cet escargot d'Afrique. Donc on l'implante en 1950 à Hawaï, et puis on se dit que du coup, on va pouvoir limiter la présence de cet escargot d'Afrique, donc sauver notre escargot d'Hawaï. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça, puisque notre escargot des USA a préféré dévorer les escargots d'Hawaï, et ces escargots d'Hawaï ont encore souffert de la présence d'un nouvel individu. Donc j'ai voulu implanter l'ennemi de mon ennemi, mais en fait l'ennemi de mon ennemi est devenu mon propre ennemi. Le 1er janvier 2019, Georges, un dernier représentant d'une espèce d'escargot d'Hawaï, est mort après 14 ans en fait, de vie. En fait, cet escargot qui avait été conservé dans un laboratoire était le dernier représentant, ce laboratoire n'ayant pas réussi
à faire se reproduire cette espèce. Donc cette espèce a définitivement disparu. Vous voyez que l'équilibre entre les populations est quelque chose d'assez complexe. Donc la présence de nos organismes extérieurs, donc des organismes invasifs, ce sont des perturbateurs de l'équilibre des populations. Alors il y a d'autres perturbateurs, on va en rediscuter. Donc pour qu'une population soit équilibrée, eh bien il faut que son abondance, c'est-à-dire la quantité d'individus présents de cette population, et sa distribution, c'est-à-dire sa localisation, permettent à cette population de se nourrir et de se multiplier. Et donc il y a des éléments perturbateurs ou des éléments facilitateurs qui vont permettre l'équilibre de cette population ou entraîner son déséquilibre. Exemple d'éléments, la prédation. Donc si on a une surchasse, eh bien on peut avoir la disparition d'une espèce. On se souvient malgré tout que la prédation, je l'avais dit au niveau des écosystèmes, c'est quelque chose de très structurant au niveau d'un écosystème. Donc la prédation devient un problème s'il y a une surchasse. Deuxième problématique, on l'a cité, ce sont les produits chimiques avec des problématiques de pollution. Lorsque je veux lutter contre un ravageur, je détruis aussi d'autres espèces. Troisième problématique, c'est l'habitat, la destruction de l'habitat. La destruction de l'habitat, eh bien, c'est quelque chose d'important parce que nos auxiliaires qui vont être présents au niveau des champs ont besoin de zones qu'on appelle des zones refuges, dans lesquelles ils vont par exemple se multiplier, ils vont par exemple l'hiver s'y poser. Et donc si ces zones refuges sont détruites, eh bien nos cultures n'auront plus de possibilité de bénéficier de la présence de ces auxiliaires. Et bien entendu, ces zones refuges elles doivent être suffisamment proches des cultures parce que chaque auxiliaire va avoir une certaine capacité de déplacement. Si la distance culture-zone refuge est trop importante, alors, bien entendu, on n'aura pas de possibilité de présence de cet auxiliaire. Donc il faut réfléchir structuration des campagnes et structuration, en fait, aménagement de nos campagnes. Si on détruit les bois, les talus, les haies, si l'on restructure le sol d'une manière trop importante, si on assèche des zones, on va avoir des impacts sur les écosystèmes environnants, donc des impacts sur la présence potentielle des auxiliaires. Donc au final, on favorisera la présence de ravageurs. Bilan, c'est un équilibre très fragile à trouver entre nos ravageurs et nos auxiliaires. La prochaine fois, nous poursuivrons sur cette problématique d'auxiliaires et de ravageurs sur une dernière vidéo qui nous permettra de faire un dernier bilan sur ce sujet. À très bientôt.